Le mot microbe, littéralement petite vie, est introduit par le chirurgien français Charles-Emmanuel Sédillot en 1878 pour désigner tous les êtres vivants infiniment petits. Mais leur histoire débute bien avant. Cette histoire débute avec un drapier hollandais, Anthony van Leeuwenhoek. Il sera le premier, en 1680, à décrire des microbes à l'aide d'un microscope de sa fabrication. Il va, à l'aide de son microscope, observer et dessiner des bactéries présentes dans le tartre de ses dents. Il va aussi observer des levures de bière. Il est ainsi la première personne au monde à avoir vraiment décrit des microbes. L'abbé Lazzaro Spallanzani fut le premier, quant à lui, à avoir l'idée de cultiver des microbes dans du jus de viande placé dans un flacon. Il démontra en 1765 que les microbes ne se développent pas si le jus de viande a été bouilli et reste à l'abri de l'air. En revanche, si le liquide vient en contact avec l'air, les microbes se développent. Il montra aussi que les microbes se multiplient en se divisant en deux, puis encore en deux. C'est la raison pour laquelle ils envahissent rapidement le milieu de culture. Ces travaux ont participé à la remise en cause de la théorie de la génération spontanée, où l'on croit que le non-vivant peut se changer en vivant, et que par exemple des souris peuvent naître spontanément d'un tas de chiffons, ou des asticots sortir d'un morceau de viande. Cette théorie sera définitivement abandonnée que bien plus tard grâce à Louis Pasteur. À la suite des travaux de Spallanzani, divers chercheurs observent et décrivent des microbes, tandis que s'améliorent les microscopes. Mais leur rôle et leur importance dans les épidémies restent insoupçonnés. C'est un obstétricien hongrois, Ignace Semmelweis, qui a failli comprendre le lien entre microbes et épidémies. En 1846, il va exiger de ses étudiants en médecine pratiquant des dissections de cadavres qu'ils se lavent les mains à l'hypochlorite avant tout examen. Et c'est grâce à ce lavage de mains à l'hypochlorite qu'il réussit à diminuer dans sa maternité la mortalité des patientes lors de l'accouchement de 27% à 0,23%. À l'époque, la théorie des maladies microbiennes n'a pas encore été formulée. C'est pourquoi Semmelweis conclut que c'était une substance cadavérique inconnue qui provoquait la mort. À la même époque, un homme va réussir à établir le lien entre maladies infectieuses et microbes. Il s'agit d'Agostino Bassi. En 1807, il commence à étudier une maladie touchant le ver à soie. La chenille se couvre d'une fine poudre blanche et meurt. 25 ans de recherche lui sont nécessaires pour qu'il puisse enfin démontrer que cette maladie est contagieuse et causée par un champignon microscopique. En 1844, il tira des conclusions similaires concernant la rougeole, la syphilis, la peste et la variole, qu'il attribuait à des parasites vivants. Ses travaux n'eurent pourtant aucune audience dans le monde scientifique et il mourut totalement ignoré. Le médecin Casimir d'Avesnes est connu principalement pour ses travaux sur la maladie du charbon. L'expression maladie du charbon provient de la teinte noire que prend le sang des animaux et les pustules des êtres humains contaminés par la maladie. En 1850, il découvre un micro-organisme dans le sang, une bactérie, le bacille charbonneux, connu aussi aujourd'hui sous le nom d'anthrax. En 1863, D'Avesnes prouve qu'une maladie animale peut être transmissible à l'homme à cause d'une bactérie. Ces découvertes sur la maladie du charbon sont considérées comme la première preuve de l'origine microbienne d'une maladie transmissible à l'homme. C'est Robert Koch qui va reprendre les travaux de Casimir d'Avesnes. Il va mettre en évidence le cycle du bacille du charbon en 1874 et va réussir à mettre le microbe en culture. Il développe à cette occasion des méthodes encore utilisées aujourd'hui, des techniques de coloration, des techniques de mise en culture et d'identification de toutes sortes de bactéries. En 1882, il isole la bactérie responsable de la tuberculose dont la transmission se fait principalement par voie aérienne. Il va mettre au point une méthode de culture et va prouver en inoculant la bactérie cultivée à des lapins que le germe est bien responsable de la maladie. Ce germe lui doit son nom, le bacille de Koch. En 1883, au cours d'une expédition en Égypte, il isole l'agent microbien du choléra. Il va prouver peu après le rôle de l'eau dans la transmission de la maladie. Mais pour les Français, c'est le nom de Pasteur qui reste attaché à la naissance de la microbiologie. Pasteur a beaucoup travaillé sur la fermentation, qui est un processus chimique transformant les sucres en alcool. Il identifie les acteurs de cette fermentation, ce sont des levures et des bactéries. C'est grâce à cette fermentation que l'on peut faire de la bière à partir des sucres des céréales comme le houblon, ou alors à partir du fruit comme le raisin de faire du vin. En 1860, après avoir réaffirmé le rôle des organismes vivants dans la fermentation, Pasteur ajoutait « Je n'en ai pas fini cependant avec toutes ces études. Ce qu'il y aurait de plus désirable serait de les conduire assez loin pour préparer la voie à une recherche sérieuse de l'origine de diverses maladies contagieuses. » N'étant pas médecin, Pasteur ne cherchait pas particulièrement à faire l'étude des maladies contagieuses quand le ministère de l'Agriculture lui demanda d'étudier la pébrine, une maladie contagieuse des vers à soie.
Après avoir résolu ce problème, il s'attaqua à d'autres maladies contagieuses. Il découvrit alors des micro-organismes agents de diverses maladies aussi bien de l'homme que des animaux. Par exemple, le redoutable staphylocoque doré, responsable de furoncles et de l'ostéomyélite, une inflammation de la moelle osseuse. Mais aussi le streptocoque de la fièvre puerpérale, cette maladie combattue par Semmelweis. Saviez-vous que 100 000 milliards de bactéries peuplent notre intestin? Plus de 500 espèces cohabitent dans notre ventre. Ce monde intérieur, qu'on appelle la flore intestinale, nous aide au quotidien à digérer et à combattre les infections. Mais selon une récente découverte, certaines de ces bactéries seraient impliquées dans des maladies comme le diabète ou l'obésité ou encore les maladies cardiovasculaires. Or, cette découverte ouvre la voie à de nouveaux traitements révolutionnaires. Le professeur d'origine croate Duško Erlić, chercheur en chimie organique et directeur de recherche à l'INRA, est un pionnier en la matière. La perception générale, c'est que le microbe, c'est quelque chose de dangereux qui cause les maladies. Nous arrivons à une vision qui est opposée. Les microbes sont nécessaires pour notre santé, nous préservent, nous aident à vivre tel que nous sommes. Pour le meilleur comme pour le pire, l'homme héberge un foisonnant mélange de bactéries, dont la plus grande colonie se trouve dans l'intestin. C'est la flore intestinale, qu'on appelle aussi microbiote. Le rôle connu du microbiote est d'assurer la synthèse d'éléments nécessaires à notre nutrition, de permettre la fermentation des fibres et aussi, évidemment, de produire de l'énergie. Sans ces bactéries, il y a des aliments que nous ne pourrions pas digérer. Le microbiote permet aussi de se défendre contre les bactéries pathogènes, celles qui attaquent notre organisme. La compréhension du fonctionnement du microbiote n'en est qu'à son début. C'est comme si on découvrait un nouvel organe dont on ne soupçonnait pas les capacités.